Bonjour à tous, je m'appelle José de la chaîne Juris Business et je vous aide à développer votre activité économique à travers 3 piliers, le droit, le marketing et la technique. Aujourd'hui, on va parler de la SASU, la fameuse société par action simplifiée unipersonnelle. Dans cette première vidéo, ce que je vais faire, c'est un petit peu vous dépeindre un petit peu toutes les caractéristiques de la SASU. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire, vous allez voir vraiment toutes les modalités, toutes les parties que vous pouvez avoir. On va parler de l'associé unique, on va parler des statuts et on va aussi parler évidemment des apports en numéraire et en nature. Mais on va aussi voir d'autres caractéristiques annexes qui sont quand même spécifiques à la SASU, qui sont quand même très intéressantes aussi, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, regardez toute la vidéo. Si la vidéo vous plaît, qu'elle vous aide dans vos recherches, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Donc la SASU, comme son nom l'indique, elle a un associé unique et ça peut être une personne physique ou une personne morale. Si la SASU enregistre l'arrivée d'une ou plusieurs personnes supplémentaires, en fait plusieurs personnes physiques ou morales supplémentaires, bah forcément c'est plus unipersonnel, donc ça devient une SAS, société par action simplifiée. Donc à partir du moment où vous accueillez un associé supplémentaire, vous devenez une SAS. Qui peut être associé unique d'une SASU? Bah un mineur émancipé, il peut être associé unique d'une SASU, et un mineur non émancipé, il va pouvoir l'être aussi, mais sous certaines conditions, bah c'est les conditions légales, c'est-à-dire que le mineur non émancipé, il doit agir par l'intermédiaire de son représentant légal, donc de ses parents. Donc s'agissant d'une société, bah oui, la SASU c'est une société évidemment, hein, c'est pas une micro-entreprise, une auto-entreprise ou une entreprise individuelle, donc il va falloir faire des statuts. Et c'est des statuts qui comportent évidemment des mentions obligatoires qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne pour pouvoir accéder à la suite du contenu. La SASU doit aussi avoir obligatoirement un capital social et donc des apports. Mais attention, ne paniquez pas, la loi n'impose pas un montant minimum des apports, vous n'avez pas vraiment une condition, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de mettre sur la table 10 000 euros par exemple. Le capital est dit libre en fait et l'associé unique il va pouvoir le fixer librement, donc ça c'est excellent. Ce capital se compose d'apports en nature et ou en numéraire. Donc ça c'est vraiment une notion qu'il est très important d'intégrer. J'insiste sur le fameux et ou parce qu'en fait vraiment c'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Donc je vous perds une petite distinction, les apports en numéraire en fait c'est ceux qui correspondent aux apports en espèces, cette fois qui sont effectués par l'associé unique justement et qui sont intégrés directement dans le capital social de la SASU. Donc la loi ce qu'elle impose c'est la libération d'au moins de la moitié en fait de ces apports dès la création de la société en fait et l'autre moitié devra être libérée dans un délai de 5 ans à partir de l'immatriculation de la société en fait. Donc ça ne vous inquiétez pas, de toute façon c'est des procédures qu'on va vraiment voir beaucoup plus loin dans la vidéo parce que c'est vraiment une vidéo qui est longue, donc j'ai voulu la segmenter en plusieurs parties pour que ça soit plus digeste et comme je sais que bah forcément on est beaucoup à pas avoir énormément de temps, bah je préfère faire des vidéos plus courtes mais qui captent plus l'attention et qui vont à l'essentiel. Enfin bref, je ferme la parenthèse et je conclus sur ces apports en numéraire en disant aussi que l'associé unique qui est une personne physique, en fait il va bénéficier d'une réduction d'impôt de 18%. Donc c'est une réduction de 18% sur l'impôt sur le revenu évidemment, mais dans une certaine limite qui est encadrée légalement. Donc c'est dans la limite de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour un couple. Par couple j'entends marié ou pacsé, donc lié par en fait un lien de droit quoi, tout simplement. Ensuite vous avez les apports en nature. Donc ça, les apports en nature, même si c'est pas pécunier, c'est pas de l'argent directement, ils doivent quand même faire l'objet d'une évaluation pécuniaire et ils doivent être pleinement transférables. Je veux dire par là que leur jouissance doit être transférable, leur utilisation. Les apports en nature c'est un petit peu différent parce que comme vous le savez c'est pas forcément de l'argent comptant, mais par contre ils doivent quand même faire l'objet d'une évaluation pécuniaire. Et autre condition très importante, c'est que leur propriété doit être transférable et leur jouissance aussi. Donc les apports en nature, ça peut être par exemple, bon je vous ai mis des biens corporels, matériels, des véhicules par exemple, des immeubles aussi. Ça peut être des biens incorporels comme on l'a vu par exemple le fonds de commerce, par exemple une marque, ça peut être la clientèle aussi, même si bon la clientèle fait partie du fonds de commerce comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente qui traite du fonds de commerce, ou ça peut aussi être des valeurs mobilières. Cet apport en nature il fait l'objet comme je vous l'ai dit d'une évaluation pécuniaire qui va être annexée au statut de la SASU ou dans un rapport vraiment qui est dédié. Donc ça va être un traité d'apport qui va être annexé justement à ces statuts, mais concrètement c'est là que ça doit apparaître. Ensuite dans les caractéristiques de la SASU, vous allez voir que c'est très particulier
particulier parce qu'on a un président. Le président, c'est le représentant légal de la SASU et il est nommé dès sa constitution. Donc il est nommé pour une durée librement définie, donc il n'y a pas de limite légale, même si on va voir que implicitement il y a quand même une limite qu'on va voir dans une prochaine vidéo ou dans celle-là à la fin, je verrai. Mais concrètement, il peut s'agir d'une personne physique, d'une personne morale qui peut être associée ou non. Ça, c'est une nuance qu'il faut quand même souligner. Les modalités de fonctionnement du poste de président, en fait, elles vont vraiment être définies, c'est une liberté quand même dans les statuts, quoi. Vous avez quand même une certaine liberté pour définir un petit peu toutes les fonctions du président. Ensuite, vous avez d'autres organes, par exemple le directeur général, bon, je me suis noté celui-là, mais voilà, vous en avez quelques-uns d'autres que vous pouvez aussi intégrer au statut et vous pouvez un petit peu définir le cadre légal de leurs fonctions, justement, là, dans les statuts. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une SASU, c'est pas forcément nécessaire, quoi. Ensuite, comme toute société, la SASU, elle a aussi un siège social, donc voilà, c'est vraiment l'adresse de la personne morale qu'est l'entité juridique, la SASU. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez prendre un bail commercial, y mettre votre entreprise, etc. Ou alors vous pouvez la domicilier, donc prendre une société de domiciliation pour domicilier votre SASU quelque part, par exemple. Ça, c'est notamment le cas si vous êtes locataire. Comme vous le savez déjà en micro-entreprise, vous avez l'obligation, si vous êtes locataire, de prévenir justement votre bailleur en fait que vous allez exercer une activité commerciale ou quoi que ce soit dans son appartement en fait tout simplement. Par contre voilà, si vous êtes propriétaire, il n'y a pas de souci, c'est vous qui gérez votre appartement, votre domicile, donc vous pouvez très bien y domicilier votre SASU, il n'y a aucun problème sur ça. Par contre, vous devez vraiment donner une information en fait au tiers si jamais le lieu de domiciliation est différent du lieu d'exercice de votre activité. Si vous exercez votre activité autre part, vous devez l'informer aussi, vous devez informer les tiers de ce clivage en fait, de cette distinction. Et bien évidemment, comme pour la micro-entreprise, parce que vous me suivez, on a pas mal traité de la micro-entreprise, en fait, le siège social, il va vraiment figurer dans tous les documents commerciaux qui concernent et qui émanent de votre société. Autre point important de la SASU, c'est par exemple que la durée de vie ne doit pas excéder 99 ans, mais bon ça, voilà quoi. Ensuite, c'est que la responsabilité de l'associé unique, elle n'est pas indéfinie, elle est vraiment limitée et liée en fait au montant de ses apports, au montant des apports en numéraire ou alors en pécunier, les apports en argent. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas être poursuivi au-delà de ces montants-là. Et c'est pour ça qu'il est très très important de faire l'évaluation en fait de vos apports en nature. Donc autre précision sur la SASU, c'est que vous pouvez y exercer pratiquement toutes les activités commerciales, peu importe l'objet social. En fait, bon, il y a certaines activités qui sont exclues du statut de la SASU, que vous ne pouvez pas exercer en SASU. Par exemple, j'en ai noté qu'une, c'est les activités d'assurance et de réassurance qui sont quand même une profession réglementée. Il y a des conditions très strictes pour pouvoir exercer ce type d'activité. Dans vos statuts, vous devez aussi indiquer l'ouverture et la clôture de l'exercice social. Donc en principe, chaque exercice social dure 12 mois. Ils peuvent avoir une durée plus courte ou plus longue, mais ils ne peuvent pas s'étaler sur plus de 2 années, ça c'est sûr. Et au dernier point qui est important, c'est que la SASU doit obligatoirement avoir une dénomination sociale. C'est l'article L224-1 du Code de commerce qui le dispose, donc voilà, ça c'est une obligation qu'il faut aussi prendre en compte. Ça veut pas dire que vous pouvez pas y intégrer votre nom, ça veut juste dire qu'il faut une dénomination sociale, suivie ou précédée, parce qu'en fait on imagine du coup que en fait juste le fait de citer le nom de l'associé unique, ça vraiment induit que c'est une SASU. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur la SASU. C'était une vidéo qui était assez dense, je le sais, c'est pour ça que je coupe mes vidéos sur la SASU. Et la partie 2 quand même sera consacrée à la constitution de la SASU. Donc on va voir toutes les étapes pour constituer une SASU comme il faut. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et moi je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.